Si tu veux Très bien, partager des documents. parfait, merci Erika. Alors peut-être juste donc expliquer un petit peu le contexte, hein, bien évidemment dans le travail qui est mené, en complémentarité entre les directeurs d'agence et bien évidemment vous, on a différents éléments, hein, qui peuvent remonter, lors de ces entretiens, de ces rendez-vous, de travail, de suivi, très opérationnel et donc nous avons mis en place côté France Travail une fiche de suivi pour faciliter finalement les remontées d'informations et surtout capitaliser l'ensemble des éléments qui sont, qui sont issus hein, de la relation entre l'entreprise et les équipes France Travail. Et donc la proposition, c'est qu'on puisse élargir cette fameuse fiche finalement auprès des facilitateurs pour que ce soit un outil partagé de remontée d'informations, de partage d'informations et surtout de suivi, notamment sur, l'avancée, sur la partie recrutement de l'entreprise et le calendrier prévisionnel des recrutements, mais également, des éléments saillants sur, les besoins spécifiques de l'entreprise ou des éléments à prendre en compte dans le cadre de cette relation. Voilà, donc c'est vraiment ça la genèse de ce projet finalement de suivi spécifique, de chaque attributaire et donc cette fiche est déjà utilisée au sein des agences France Travail et donc maintenant elle est en train d'être modélisée pour pouvoir aussi être, partagée avec les équipes, des facilitateurs et faire en sorte qu'on ait, cet outil partagé qui permettra bien évidemment d'opérer un suivi au plus près, des entreprises, attributaires. Alors peut-être pour être plus concrète, je vous propose de vous partager, alors la fiche qui est encore, en format, j'allais dire, bêta, hein, qui va ensuite avec, un atterrissage qui est prévu courant février parce qu'il y a des points techniques, notamment pour faciliter, toute la remontée pour éviter des saisies en nombre, aussi bien de votre côté, mais aussi des directeurs d'agence. On travaille nous à une automatisation de remontée, d'informations dans ce document, hein, et éviter bien évidemment le reporting et les écrits, supplémentaires et donc cette fiche est actuellement en format test et elle devrait donc atterrir, courant février. Je vous laisse me dire si vous voyez, mon écran. Hop, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, très bien. Parfait. Donc c'est une fiche de suivi attributaire, hein, qui intègre différentes parties, vous allez voir. La première partie, on est vraiment sur, finalement la fiche d'identité pour, savoir donc, l'entreprise, les informations, saillantes sur l'entreprise, les contacts privilégiés. Alors parfois des entreprises ont plusieurs correspondants, il est important aussi de savoir, quels sont-ils, hein, parce que les relations ne s'opèrent pas au même niveau et ensuite, nous avons également, donc les informations sur France Travail, le correspondant et toute la partie facilitation. Voilà, avec le facilitateur pivot, mais également le facilitateur de proximité et donc cette partie sera alimentée automatiquement sans nécessiter, d'avoir à renseigner et ça, c'est au travers, des éléments, qui sont remontés dans le cadre, des GOA. Ensuite, toute une partie sur l'information sur les marchés et donc là, ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble, notamment au travers des différentes vagues d'attribution et aussi bien, pour, un attributaire direct des marchés de Paris 2024, mais également, hein, des EDE potentiellement pour ceux qui seraient aussi, prestataires EDE et donc, l'ensemble des informations, seront intégrées et donc il est prévu effectivement que, des éléments notamment, de qualification sur, la partie, heures d'insertion soient intégrés. Donc ça, c'est sur la partie marché. On aura ensuite un autre pavé qui est plutôt lié aux besoins en recrutement et donc là, l'idée, hein, c'est d'avoir une vision toujours la plus, j'allais dire, actualisée des besoins en recrutement, d'avoir, cette, vision aussi bien en volume mais également en en type de profil de poste, hein, parce que ça, c'est des éléments aussi importants dans le cadre de l'animation des territoires que vous pouvez opérer. Et également, alors ça c'est aussi, très important d'avoir aussi la trajectoire de recrutement pour savoir, concrètement à partir de quand, les volumes de recrutement sont prévus. Est-ce qu'on est plutôt à partir de janvier ou est-ce que c'est plutôt, au moment ou proche de l'événement? Donc ça, ce sont des éléments aussi importants pour, mobiliser les publics et faire en sorte aussi de réussir bien évidemment les recrutements qui sont, attendus. Alors
Ensuite, une partie sur des informations sur le suivi. Donc là, on est vraiment sur la relation à proprement dit avec l'entreprise et vous et donc les directeurs d'agence où on intègre effectivement des informations sur les différents entretiens. Alors, ça n'a pas vocation à intégrer l'ensemble des rendez-vous. On sait qu'il peut y avoir des échanges ou l'ensemble des échanges qui peuvent avoir lieu, mais bien de remonter les échanges qui sont importants et sur lesquels il y a des éléments à remonter, notamment sur la partie synthèse de l'entretien et qui sera aussi importante pour pouvoir voir comment s'opèrent les suivis, s'il y a des questions particulières qui se posent, des besoins spécifiques qui peuvent émerger. Donc tout cela va permettre effectivement d'être alimenté. Et donc là, on travaille sur aussi une partie automatisation à partir du fichier Goa sur certains éléments. Et donc, on va pouvoir aussi faire en sorte de faciliter pour que les éléments de reporting soient les plus simplifiés et éviter effectivement d'avoir à saisir, à opérer de multiples saisies sur cette fiche. Ensuite, alors ça, c'est un élément pour lequel nous, on est aussi très attentifs, à savoir la capacité de l'entreprise à se mobiliser pour aller rencontrer les candidats. Donc là, savoir ce qu'il se passe sur ses présences sur des événements, job dating, au sein des organismes de formation, parce qu'on les invite fortement à être présentes sur les sessions de formation pour rencontrer in situ les candidats qui sont prêts à être formés alors notamment à la sécurité, qui est un des secteurs bien évidemment qui nous occupe en priorité, et tous les éléments voilà, qui peuvent mieux qualifier en tout cas l'activité de l'entreprise pour aller rencontrer des candidats en dehors de ces murs et favoriser bien évidemment derrière, j'allais dire, l'augmentation de son vivier potentiel. Alors, on a intégré aussi, nous, un élément sur la sphère qui est un réseau social sécurité, parce que ça a été vraiment construit pour les entreprises attributaires, pour qu'elles puissent rencontrer les publics immédiatement employables, formés, opérationnels. Et donc, c'est aussi important pour nous. Alors, c'est vrai que c'est plus spécifique à nous, mais vous aurez bien évidemment aussi les éléments sur sa capacité à se mobiliser sur ce réseau. Et ensuite, plus globalement, et là, c'est plutôt le pavé qui est le plus important, qui est vraiment la partie qualitative sur la relation et le suivi de l'entreprise, notamment sur les points importants à signaler, les difficultés qui seraient anticipées et les demandes spécifiques des entreprises. Donc vraiment là, c'est l'objectif de qualifier davantage les besoins, mais aussi les points saillants de la relation et bien évidemment également les difficultés, le cas échéant, pour que derrière, ça puisse être traité notamment à des niveaux qui seraient adaptés en fonction des difficultés qui seraient remontées. Donc voilà, globalement, donc de manière très synthétique, ce qu'il en est sur cette fiche, qui est, comme je vous le dis, vraiment vocation à mettre en exergue les principaux points de la relation avec l'entreprise attributaire et qui permettra aussi de capitaliser et l'ensemble des informations, aussi bien du côté France Travail que du côté des facilitateurs. Comme je n'ai pas vu s'il y avait des mains levées étant en partage, et j'ai été peut-être un peu rapide, mais je sais je pense qu'elle sera mise aussi bien évidemment dans le compte rendu. Peut-être Erika, Bien sûr. je pense que c'est bien comme ça pour déjà commencer à se l'approprier, même si il y aura potentiellement quelques changements, mais qui resteront à la marge, mais au moins pour que vous puissiez bien évidemment vous en emparer. Je Y pense qu'elle a-t-il va des être questions? Oui. testée prochainement, il me semble. Expérimentée prochainement, je pense. Je vois pas de questions, n'hésitez pas. Très clair, Très Najat. bien. Alors, dans l'expérimentation prochaine, je Ah, vous en prie, vas-y. pardon, j'ai pas levé la main. Donc Il y a une question de Clara. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, bonjour j'avais une Clara. petite question parce que dans cette présentation, ça permet vraiment de comprendre comment ça va fonctionner. Mais du coup, il paraît qu'il faut communiquer la liste des personnes en amont et des personnes qui seront finalement positionnées sur les prestations. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est confirmé sur tous les marchés JOP? Ou est-ce que c'est spécifique à de Richebourg ou à la sécurité?
j'avais peut-être cette question-là qui est ressortie dans une discussion avec une ETTI qui est vraiment en difficulté pour répondre à cette condition et qui se voit en difficulté voilà, pour positionner des candidats dans le cadre des clauses JEP. J'essaye de répondre peut-être à cette question-là par rapport à la désignation des interlocuteurs. Ça faisait partie de l'ordre du jour, donc peut-être qu'à ce moment-là, j'enchaîne et on voit du coup les modalités d'organisation de ce document parmi d'autres, parce qu'on a continué à travailler sur d'autres documents de suivi de nos marchés dans le cadre de ce qu'on appelle le GOA, le groupe opérationnel d'appui. Et je vous partage un schéma et n'hésitez pas à me dire si ça répond à votre question ou pas, d'accord? Pour qu'on puisse prolonger les échanges sur le sujet. Je vous partage un petit document de présentation du schéma organisationnel. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce qu'il est Ouais, très suffisamment bien. grand? Est-ce que vous voulez que je l'agrandisse? Est-ce que Peut-être le mettre en mode diapo, Gilles, parce que Ouais, en je là, le plein mets écran, en... c'est top. Allez, Ouais. c'est parti. Hop. Vous le voyez mieux? ouais, très bien. Alors, et encore une fois, n'hésitez pas, je ne vous vois plus du tout là, hein, donc n'hésitez pas à me couper la parole, à me poser des questions, à faire le moindre commentaire qui permettent de continuer à avancer sur la dimension très opérationnelle. Le schéma organisationnel que vous avez sous les yeux permet, on se l'est déjà dit à de multiples reprises dans le cadre des GT, mais répondre à une multitude d'enjeux que nous avons. On a un enjeu de temporalité, on fait des clauses d'insertion et des recrutements sur un laps de temps très très court, de répondre à des enjeux de volume et de répondre à des enjeux de diversité de ces volumes par une seule et même entreprise sur une multitude de territoires différents. Dans le tableau de Najat qu'elle vous a présenté au préalable, on avait l'exemple de Richebourg, mais effectivement, De Richebourg intervient sur plusieurs sites, sur une multitude de sites, et c'est l'objectif de pouvoir coordonner l'ensemble des acteurs d'Île-de-France, voire de France entière, puisque nous avons des compétitions partout en France, mais en tout cas, focalisons-nous sur l'Île-de-France aujourd'hui. Donc, de coordonner l'ensemble des acteurs d'Île-de-France pour faire en sorte que la relation avec De Richebourg, si on reste sur cet exemple-là, puisse être la plus opérationnelle possible, tout en sachant qu'effectivement, la réalisation des clauses d'insertion ou des recrutements classiques pour De Richebourg se fait évidemment par l'intermédiaire de France Travail, qui connaît De Richebourg de longue date. Donc, il peut y avoir déjà des relations qui se sont instaurées avant les Jeux, au même titre que les relations se sont instaurées avec des facilitateurs sur les territoires avant les Jeux. Et donc ça, on est bien obligé de le prendre en considération, d'inscrire les enjeux de recrutement de Richebourg dans le cadre des Jeux sur une multitude de sites différents, puisque là, on parlait de plusieurs sites dans la fiche présentée par France Travail, et de remonter de la donnée à Paris 2024 de manière consolidée et mutualisée. C'est la raison pour laquelle nous sommes partis sur la création d'un groupe opérationnel d'appui. Ce groupe opérationnel d'appui coordonne l'ensemble des marchés que nous saisissons au sein de Paris 2024, donc ce qu'on appelle, vous l'avez dans le schéma à gauche, l'équipe performance sociale de Paris 2024. Donc, c'est 3 personnes. Vous avez Sophia qui est à mes côtés aujourd'hui, vous avez Linda et moi-même. Nous saisissons sur Closemo l'ensemble des marchés qui sont closés, qui ont des engagements d'insertion dans les marchés. Nous les présentons de manière hebdomadaire au groupe opérationnel d'appui qui se réunit et qui voit en fonction à la fois des enjeux territoriaux, où est-ce que la prestation va être réalisée, mais également, si je reprends mon exemple de Richebourg, où est-ce que De Richebourg a d'autres marchés pour désigner ce qu'on appelle un facilitateur pivot référent. Donc, le facilitateur pivot, c'est parmi les 5 structures qui participent au groupe opérationnel d'appui, celui qui va rester un peu en coordination de cette entreprise-là à l'échelle régionale et qui participe du coup à notre groupe opérationnel d'appui de manière hebdomadaire. Donc, pour le 75, le facilitateur pivot est intégré à l'EPEC. Pour le 78, c'est Myriam d'Activity. Pour le 92, c'est Stéphanie de la FEI. Pour le 93, c'est Mama Kanouté pour le conseil départemental.
Et pour le 95 et les autres départements, 91, 94, jusque-là, il s'agissait du hub de la réussite et il manque le 77 sur mon schéma, Valérie. Je suis sincèrement désolé, ma réactualisation d'hier soir est fausse. Et donc, il manque initiative 77 pour les actions qui sont menées sur la Seine-et-Marne. Toutes mes excuses. Et donc, l'idée, c'est d'avoir encore une fois une personne pivot en référence et avec une visibilité globale de ce que De Richebourg va avoir à faire dans le cadre des Jeux, pour ensuite identifier, alors pas désigner, puisqu'il n'y a pas de désignation. Après, on travaille avec chacune et chacun d'entre vous sur les territoires en disant, il y a De Richebourg qui intervient sur ton territoire, est-ce que c'est toi, en tant que facilitateur pivot, facilitateur de proximité, pardon, est-ce que c'est toi qui va porter ce marché-là sur ton territoire et qui va être en lien avec De Richebourg sur ses besoins au niveau du territoire? Et donc là, on identifie un binôme de proximité, donc vous êtes plutôt sur la partie basse du schéma, un binôme de proximité avec une agence France Travail identifiée et un facilitateur de proximité avec lequel on va travailler sur l'expression des besoins potentiels de l'entreprise sur le territoire d'intervention. Donc, en l'occurrence, si on parlait de Richebourg, ils interviennent sur les compétitions de football au Parc des Princes pour le compte du Paris Saint-Germain, qui livre les matchs de football pour Paris 2024 au Parc des Princes. Et donc là, c'est plutôt une facilitatrice de proximité parisienne qui va travailler sur les besoins de Richebourg pour le Parc des Princes. Et on va du coup centrer la recherche de candidats à proximité du site d'intervention de l'entreprise. S'il y a plusieurs sites d'intervention, ça veut dire que plusieurs facilitateurs de proximité vont pouvoir animer leur territoire pour aller chercher le personnel dont les entreprises ont besoin, premièrement. Deuxièmement, vont pouvoir animer leur territoire en mobilisant aussi l'ensemble des facilitateurs qui sont sur les territoires limitrophes, parce qu'en fonction des volumes que ça va représenter, le facilitateur de proximité et l'agence France Travail ne vont peut-être pas trouver l'intégralité des candidats dont l'entreprise a besoin. Donc l'idée, c'est de pouvoir également animer l'ensemble des territoires limitrophes avoisinants pour aller chercher des candidats et sourcer de nouveaux candidats à proximité du site d'intervention de l'entreprise. Et enfin, le facilitateur de proximité référent, entre guillemets, saisit la remontée d'heures pour que ça remonte via le logiciel Close sur notre logiciel Closemo et que nous puissions voir avec les équipes des sites et les équipes qui gèrent les contrats chez Paris 2024 que les engagements d'insertion sont bel et bien réalisés par telle ou telle entreprise qui en a dans son contrat. Et donc, pour répondre à votre question sur des ETTI, évidemment, les clauses d'insertion peuvent être réalisées de 3 manières différentes, comme j'ai envie de dire, sur tout marché closé, soit du recrutement direct, soit de la mise à disposition, soit de la sous-traitance auprès notamment de SIAE. Et auquel cas, les ETTI peuvent être tout à fait mobilisés sur l'ensemble des territoires pour répondre aux besoins de Richebourg, où qu'elle soit. C'est simplement qu'après, il faut que le binôme de proximité, c'est-à-dire le facilitateur de proximité et l'agence France Travail, puissent potentiellement mobiliser les ETTI pour faire en sorte qu'elles sourcent des candidats qui pourraient intéresser De Richebourg. Est-ce que ça répond à votre question? Je reviens vers vous, je remettrai le schéma si nécessaire pour que je puisse prendre en considération toutes les questions, les remarques, les commentaires à ce niveau-là. Bon, on va continuer, mais c'est vrai que ça avait l'air très, très, que dès le mois de mars, il fallait que les listes soient d'ores et déjà définies. Et ça, c'était un point un petit peu bloquant apparemment pour les ETTI, de se positionner sur ces marchés-là. Alors, je reviendrai sur le sujet tout à l'heure parce que c'est un sujet qui est un tout petit peu différent. C'est pas que je ne veux pas y répondre, hein, c'est qu'il est un tout petit peu différent, mais déjà voyons un petit peu sur le process, sur les modalités d'organisation, sur le schéma, sur le qui fait quoi. Est-ce que ça paraît clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des commentaires? Est-ce que sur les modalités d'organisation entre l'équipe performance sociale de Paris 2024, je remets le schéma 20 secondes pour que ce soit plus parlant pour tout le monde. Donc, l'équipe performance sociale et environnementale,
sociale, pardon, oui, on travaille aussi parfois beaucoup avec nos collègues de l'environnement, mais l'équipe sociale de Paris 2024 qui saisit les marchés closés sur Closemo, le groupe opérationnel d'appui qui se réunit toutes les semaines, qui a une vision d'ensemble de tous les marchés qui ont des engagements d'insertion, avec lesquels on travaille du coup sur l'identification des binômes de proximité France Travail et facilitateurs de proximité, qui nous permet de fait de déléguer les marchés sur clause à des facilitateurs de proximité référents. J'en vois quelques-uns autour de la caméra. Des facilitateurs de proximité référents qui donc du coup vont voir arriver ces marchés-là sur leur logiciel clause et qui vont du coup à la fois rencontrer les entreprises avec l'agence France Travail qui est identifiée, qui vont animer leur territoire pour sourcer les candidats évidemment, dans l'ensemble des structures avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler habituellement, un service municipal, un PLI, une maison de l'emploi, une mission locale, une association de quartier, etc., pour mobiliser l'ensemble du territoire de manière coordonnée, qui vont proposer des candidatures aux entreprises, vérifier l'éligibilité des candidats quand l'entreprise a déjà récupéré des CV et faire en sorte que les ETTI du territoire, voire des territoires adjacents, faire en sorte que les SIAE du territoire, voire des territoires adjacents, soient mobilisés et remontent les données des heures dès lors que l'entreprise commence à recruter. Est-ce que ce schéma-là vous paraît clair? J'ai l'impression. N'hésitez pas à nous faire la moindre remarque si vous avez des questions sur le sujet. Et sinon, je réponds à votre question sur sur le tempo. Heu, c'est un sujet complexe, le tempo, dans la mesure où toute personne qui va travailler sur un site de Paris 2024, principalement puisqu'on a closé les marchés de sécurité, les marchés de restauration et les marchés de nettoyage en priorité. Et donc, on est très fortement sur des emplois qui vont être opérés un tout petit peu avant les Jeux, mais surtout beaucoup pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Et donc, du coup, l'ensemble des salariés qui vont travailler pour les entreprises prestataires de Paris 2024 vont devoir être accrédités pour rentrer sur le site, puisqu'il y a des conditions de sécurité qui sont propres, enfin, qui nous sont imposées par le CIO et qui sont propres à l'organisation de compétitions sportives sur lesquelles il y a des process d'accréditation. Et donc, du coup, d'obtention de son accréditation par des process de criblage. On a réalisé des test events sur un certain nombre, enfin des épreuves tests, pardon, l'année dernière sur un certain nombre de compétitions et il s'est avéré que un certain nombre de salariés d'entreprise ne sont pas passés par le criblage, n'ont pas obtenu leur accréditation, sans véritablement qu'on sache pourquoi, parce que les conditions de criblage sont extrêmement diversifiées. Nous ne pouvons pas savoir, nous, à Paris 2024, pourquoi les gens sont accrédités ou ne le sont pas. Bien. Au-delà de ce process de criblage, dont nous n'avons pas l'intégralité comment dire? De la connaissance, il y a les délais d'accréditation. On parle de près, pour les salariés qui vont travailler sur les Jeux, on parle de près de 90 000 personnes à accréditer. Ensuite, la direction accréditation de Paris 2024 accrédite également les athlètes, les délégations officielles, les volontaires, puisque vous savez que les Jeux olympiques et paralympiques sont organisés également par 40 000 volontaires. Et donc du coup, ça représente une masse de personnes à accréditer très importante. De ce fait, la direction accréditation a mis en place des règles de fonctionnement pour éviter à tout prix que ce soit complètement ingérable sur la dernière ligne droite des Jeux, au moment où tout le monde doit aller chercher son accréditation. Et pour ce faire, ils ont mis en place des règles qui restent des règles, de «normées» entre guillemets, qui restent des règles, contre lesquelles je ne vais pas déroger, je ne vous dirai pas le contraire aujourd'hui, qui sont qu'il faut que 90 des personnes soient accréditées à fin avril. OK? Pour autant, une fois qu'on a dit ça,
c'est une règle vers laquelle, évidemment, tout le monde doit tendre pour, encore une fois, éviter les process d'embouteillage et les difficultés à réaliser les épreuves parce que les gens ne seront pas accrédités en temps et en heure. Après, il y a la réalité. Et la réalité, c'est que les accréditations ne s'arrêtent pas fin avril. Quand je vous dis 90 000 personnes parmi les salariés des prestataires pour réaliser les jeux, si je prends le 10%, ça veut dire on aura encore la possibilité d'accréditer 9 000 personnes après la date du 30 avril. Donc, c'est loin d'être négligeable. Donc, ça veut dire que les ETTI, effectivement, pour répondre à leurs inquiétudes, et tous les acteurs que nous sommes aujourd'hui, on a intérêt à faire en sorte que les gens soient recrutés le plus tôt possible pour qu'ils soient accrédités le plus tôt possible. On a aussi intérêt à les faire en sorte qu'ils soient recrutés le plus tôt possible pour la bonne et simple raison, c'est que ça veut dire qu'ils vont travailler avant les jeux, ils vont avoir des périodes de travail beaucoup plus longues. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que les gens ne pourront pas être accrédités après le 30 avril. Simplement, faisons en sorte de nous rapprocher le plus possible de cet objectif de 90% d'accréditation au 30 avril. Est-ce que ça répond plus précisément à votre question? Je vous l'ai dit, hein, c'est une question complexe. C'est un sujet complexe. À Paris 2024, au comité d'organisation à proprement parler, nous serons évidemment accrédités sur un certain nombre de sites en fonction de nos missions. Bah, le comité d'organisation n'aura pas recruté tout le monde au 30 avril, puisqu'ils ont des process de recrutement qui courent jusqu'à fin juin. Donc, on sait que nous-mêmes, au comité d'organisation, nous ne serons pas en mesure d'accréditer 100% de nos salariés au 30 avril. Bah, voilà, c'est une donnée à prendre en considération. Mais faisons en sorte d'accréditer le plus rapidement possible. Encore une fois, c'est bénéfique pour nos publics. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, les entreprises les ont recrutés plus tôt et leur ont proposé des contrats de travail plus longs. Et je rappelle que dans la clause d'insertion, on a aussi mis en place des dispositions pour faire en sorte que les heures d'insertion soient comptabilisées dès janvier 2024 dans le compteur d'heures. Donc ça permet aussi aux entreprises de recruter dès maintenant et de commencer à comptabiliser les heures dès maintenant. Là aussi, ça participe à ce qu'on souhaite faire pour proposer des contrats plus longs et favoriser l'emploi durable. Mais en tout cas, sur l'accréditation, voilà la réponse que je peux vous fournir. Désolé d'avoir pris du temps, mais c'est important, je crois Non, mais c'est qu'on important. aille sur ce sujet-là également, hein. Oui, comme ça permet de mieux comprendre aussi, hein, pourquoi, il y a des dates qui sont demandées, aux prescripteurs. Absolument. Est-ce qu'il y a Merci. d'autres questions, d'autres remarques? Si, Katia. T'entends pas, Katia? Ah, Ça va, vous m'entendez? c'est bon, on t'entend, oui. Ouais. Du coup, sur cette question des accréditations, enfin juste, comment ça se passe pour les salariés? Il faut qu'il y ait un contrat à la clé ou c'est juste nominatif, on envisage de faire travailler telle personne, donc on peut lancer le processus d'accréditation? Nous, on invite l'ensemble des entreprises, évidemment, à faire des contrats de travail plutôt que des promesses d'embauche, pour simplement s'assurer que les personnes seront bel et bien là le jour J. Donc, il y a une zone de risque beaucoup plus importante, à la fois sur la réalisation de la prestation, mais aussi sur l'accréditation par voie de conséquence, si les entreprises ne font que des promesses d'embauche parce qu'elles ont l'intention d'embaucher, de recruter les personnes uniquement dans la dernière ligne droite sur les besoins des jeux. Et c'est tout l'enjeu quand on rencontre les entreprises. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle on a étendu les dates de démarrage du compteur d'heures pour inciter les entreprises à recruter dès maintenant et pas se cantonner à faire des promesses d'embauche qui va générer une zone de risque supplémentaire sur le nombre de personnes qui ne se présenteront pas le jour J parce qu'elles auront trouvé mieux avant. Donc oui, les accréditations sont nominatives et se font sur des données qui nécessitent pas forcément un contrat de travail, Katia, mais qui nécessitent en tout cas une officialisation du fait que la personne puisse être là le jour J. Et Oui. l'ensemble des directions opérationnelles de Paris 2024 travaillent aussi à des process, et c'est pas simple dans le cadre du RGPD, de repérage des doublons. Parce qu'on le voit beaucoup dans les entreprises de sécurité. Les entreprises de sécurité ont des viviers de personnes
et notamment les entreprises de sécurité événementielle, ont des viviers de personnes qu'elles appellent dès lors qu'elles ont des événements, un match de foot, un concert, etc. Et la direction de sécurité de Paris 2024 demande à toutes les entreprises attributaires des marchés de sécurité de leur fournir la liste des viviers pour voir quel est le taux de doublon d'une personne qui est sur deux viviers de deux entreprises différentes. Et là, elle alerte les deux entreprises en disant: attention, vous avez un taux de doublon qui est de tel ordre, de tel pourcentage. Faites attention parce que ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, vous avez des personnes qui vont pas venir travailler chez vous pour aller travailler chez votre concurrent. Donc, on est sur tous ces enjeux-là qui sont travaillés, encore une fois, là, de manière très concrète en ce moment pour bien s'assurer qu'on aura bel et bien le nombre de personnes requis le jour J. Et vraisemblablement, ce qui sera fait et ce qui peut générer aussi des recrutements supplémentaires, c'est que les entreprises accréditent plus que ce dont elles ont besoin pour réaliser la prestation. Ok, et alors, je suis désolée, en fait, moi, je posais la question, c'était en réfléchissant justement aux ETTI et voir comment elles pouvaient se dire, bah, moi, j'ai tant de viviers, potentiellement, c'est des gens qui pourront intervenir sur les Jeux Olympiques, mais pour l'instant, j'ai pas de poste à la clé, quoi. J'ai pas d'offre ferme et définitive. Donc voilà, c'est pour ça, en posant cette question, c'était un peu dans cette optique. Mais je vois que Clara a levé la main, peut-être qu'elle va rebondir à nouveau sur ce sujet. Oui, parce que c'est exactement ce que disait le TTI que j'ai vu hier, qui me disait, mais moi, j'ai prévu d'inscrire avec tout le groupe 600 personnes sur ce projet d'accréditation, mais il n'a aucune garantie que ces 600 personnes, si elles sont inscrites au mois de mars ou avril, au mois de juillet, elles seront encore là. Il est possible qu'elles soient sorties de leur parcours parce qu'elles auront une autre opportunité. C'est le propre de l'IAE, c'est qu'à un moment donné, le parcours est l'objectif est de sortir. Donc, même si elle prend l'engagement au mois de mars de dire je vais travailler pour les JO, si le candidat trouve un CDI et qui lui convient, il partira, quoi. Alors, là, réfléchissons tous ensemble. Enfin, c'est l'objet de ces groupes de travail et également d'être le plus opérationnel possible. Le TTI en question, premièrement, enfin, je rajoute un complément à ce que vous venez de dire. Pour rentrer dans le processus d'accréditation, il faut qu'elle ait de toute façon un contrat avec une entreprise attributaire qui lui confie une mission de mise à disposition. Elle ne peut pas rentrer dans le process d'accréditation toute seule parce qu'elle a un vivier de 600 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'à un moment, elle est sous-traitante d'une entreprise attributaire qui lui confie la mise à disposition et un objectif quantitatif d'un nombre de personnes mises à disposition. Et donc, du coup, c'est l'entreprise attributaire qui va demander à faire accréditer soit ses salariés propres, soit les personnes mises à disposition par tel ou tel ETTI. Donc, la demande pour entrer dans le process d'accréditation, je pourrais vérifier, mais j'en suis quasiment sûr, se fera par l'entreprise attributaire et non pas par le TTI en direct. Par rapport à ce volume de 600 personnes, à mon avis, dès lors qu'elle a signé un contrat, revenons à De Richebourg, par exemple. Restons sur De Richebourg, c'est plus simple. Si De Richebourg fait appel à une TTI pour réaliser une partie de sa clause d'insertion, si le TTI cible 600 personnes, potentiellement accréditables et pouvant travailler sur les jeux le jour J avec les incertitudes dont vous venez de parler, à mon avis, il faut que le contrat entre De Richebourg et le TTI en question soit moindre pour justement s'assurer que, se prémunir plutôt que parmi les 600 personnes ciblées par le TTI, on sait qu'il y en aura un certain volume qui ne sera pas là le jour J. Donc, il faut que le contrat entre le TTI et De Richebourg soit, je vais vous dire un chiffre au hasard, mais soit de 300 ou de 400, en se disant potentiellement, on va en perdre 300, 200 ou 300 qui auront retrouvé du boulot d'ici là. Et donc, on se fixe un objectif de contrat entre le TTI et De Richebourg moindre. Et donc, du coup, ensuite, De Richebourg peut tout à fait accréditer les 600 personnes, demander les accréditations des 600 personnes. Et on gère la zone de risque de cette manière-là.
Donc, si à un moment, enfin, à mon avis, il y a une estimation, c'est un peu comme les viviers des entreprises de sécurité tout à l'heure, il y a une estimation à faire de la part de TTI en disant, moi, je peux potentiellement mettre à disposition aujourd'hui tant de personnes, mais je sais que demain matin, j'ai un taux de personnes qui va retrouver du boulot, que je ne verrai plus. Et donc, du coup, je contractualise avec l'entreprise attributaire un chiffre moins important. Farid? Oui, bonjour Gilles. Je reviens sur ta question concernant les entreprises de la sécurité attributaires. Si j'ai des personnes agents de sécurité qui ont la formation PSGE et donc qui sont dans l'événementiel et qui sont dans le vivier de deux entreprises, comme tu le disais, qui appartiennent à ces deux viviers. Moi, en tant qu'agent de sécurité événementiel, je vais plutôt cibler plusieurs entreprises pour pouvoir travailler plus avec plusieurs entreprises. Faire 3 jours chez l'une, 2 jours chez l'autre, parce qu'elle n'aura pas forcément. Et ma question, elle est sur l'accréditation. Est-ce que la personne qui est concernée pourra avoir 2, 3 accréditations en fonction de ses missions? L'accréditation est nominative et elle est temporelle. Et elle est par site et même par zone à l'intérieur du site. Donc, de ce point de vue-là, les équipes de la direction sécurité, on sera en train de travailler effectivement avec les collègues des accréditations pour voir dans quelle mesure, à un moment ou un autre, cette possibilité peut s'inscrire de manière très opérationnelle dans le quotidien des agents de sécurité. Ce que j'ai cru comprendre, mais il faudra que je me fasse confirmer tout ça de manière très précise. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y aurait vraisemblablement comment dire, une entreprise référente. Parce que pour éviter d'avoir une demande qui se démultiplie, la question qui se pose, c'est s'il y a plusieurs entreprises qui demandent l'accréditation, ça devient problématique. Mais je me fais préciser ça de manière un peu plus formelle. Également une autre main levée. Madame Oui, bonjour. Chevalier-Boudon. Voilà, Bonjour. Cécile, oui. Juste une question par rapport aux agents de sécurité. Comment vous gérez le temps de travail des agents qui sont inscrits dans plusieurs entreprises? Parce que je suppose qu'ils ont l'obligation d'avoir des heures de repos entre les contrats. Donc, s'ils sont inscrits dans plusieurs, ils ne peuvent pas enchaîner, je suppose. Est-ce que ça, l'accréditation, vous permet de le vérifier? Oui, je pense. Et alors, plusieurs choses. On est évidemment, on sera, et c'est tant mieux évidemment, extrêmement contrôlé par l'inspection du travail sur ce qui se passe sur nos périodes de montage et sur nos périodes d'exploitation, donc sur les périodes de compétition. La deuxième chose, c'est que nous avons signé avec les 8 organisations syndicales et patronales dès 2018 une charte sociale avec 16 engagements sur lesquels la santé et la sécurité au travail sont déterminantes. Et on voit les représentants du comité de la charte sociale tous les mois sur ces sujets-là. Donc, on essaiera autant que faire se peut d'être exemplaire sur le sujet. Et oui, la logique non seulement de vivier, mais de liste d'agents de sécurité identifiés et dont l'accréditation est demandée par les entreprises, site par site, date par date et agent de sécurité par agent de sécurité, permettra de vérifier ça, évidemment. Mais encore une fois, on voit là dans notre actualité, on met en relation, je reviens de 20 secondes sur le schéma que je vous ai présenté, on met en relation les entreprises de la vague 3 de la sécurité, donc les 10 nouvelles entreprises qui viennent d'être désignées pour la vague 3 des marchés de sécurité privée de Paris 2024, vendredi après-midi, avec les facilitateurs pivots et avec les agences France Travail. Et donc, ces 10 nouvelles entreprises ont une journée complète sur tous ces process, notamment les process d'accréditation. Donc, je ne manquerai pas de poser la question vendredi et je reviendrai vers vous avec des réponses extrêmement précises, à la fois par rapport au temps de travail des salariés et aux entreprises qui sont notées sur les cartes d'accréditation Farid. OK? Oui, Ça vous parce va? que les agents de sécurité, on le sait, ils cumulent les contrats. Et donc, les temps de repos de 11 heures ne sont pas forcément respectés.
Mais ça, c'est le fait qu'ils aient plusieurs entreprises. Donc, ils ne disent pas forcément qu'ils ont un contrat ailleurs et qu'ils ont déjà travaillé 11 heures pour venir enfiler derrière 11 heures de nouveau. Enfin, moi, j'ai vécu ça. C'est pour ça que j'en parle, parce que je sais que c'est de la réalité et que c'est quand même plus ou moins risqué pour la santé des agents. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel il faut sûrement être vigilant. Je réponds fin de semaine à ces 2 questions. D'accord, merci. Je vous en prie. Si vous voulez bien, on va poursuivre peut-être avec la présentation d'autres outils, puisqu'on a 2 autres types d'outils à présenter. Et ensuite, on a voilà, l'intervention de Monsieur Lefranc. Marine, je te laisse présenter les. Merci Gilles. Et puis ensuite, de toute façon, tu vas intervenir au fur et à mesure, j'imagine. Donc, Marine, si tu veux bien présenter les 2 tableaux, sur les événements et la liste des prescripteurs, au sens large. Oui, tout à fait. Alors, pour me présenter, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde m'identifie, moi je suis chargée de mission ESS, DLA et surtout ce qui nous intéresse, clause d'insertion pour la DRIETS. La DRIETS, c'est la Direction régionale interdépartementale de l'économie de l'emploi, travail et solidarité. Pour le dire vite, en fait, on est une émanation déconcentrée du ministère du Travail et surtout on dépend de la préfecture de région. Voilà, très rapidement. Donc nous, on est partie intégrante du GOA comme ça a été montré sur le schéma de Gilles. On est évidemment très intéressé par justement la réalisation des clauses d'insertion. Dans ce cadre-là, on suit l'activité et puis on voulait en fait vous proposer 2 types d'outils aujourd'hui sur lesquels on voulait échanger. Le premier outil que je vais vous proposer, c'est en fait la liste des acteurs sur les territoires que l'État vous incite fortement à mobiliser dans le cadre du sourcing des personnes qui pourront bénéficier des clauses d'insertion. La réflexion en fait préalable, c'était de se dire que les territoires doivent bénéficier évidemment des opportunités Jeux olympiques. Dans le cadre de l'héritage, ce sera aussi un enjeu que tous les territoires puissent se dire, ben voilà, en fait, on a vu les opportunités, on a pu mobiliser les habitants des différents territoires et donc on voit l'impact de ces Jeux pour l'Île-de-France et pour nos territoires. Donc, ceci étant dit, je vous propose de partager la liste qu'on a pu élaborer et qu'on a déjà partagée aux facilitateurs pivots qui nous ont fait déjà leur premier retour et qui considéraient que ça avait un intérêt effectivement d'avoir ce type de liste. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui, très bien. OK. C'est peut-être un peu petit, mais bon. Alors, je vais essayer Tu peux, ouais, mettre un. Est-ce que vous voyez mieux? Est-ce que ça, Ouais, on c'est voit un petit mieux? peu mieux là. Ouais. Alors, à la limite, il y a des colonnes où si on ne les voit pas, c'est pas très, très grave. Donc, là, enfin, ça devrait aller là. pour vous présenter en fait le tableau, c'est un tableau qui liste le nom des acteurs. C'est-à-dire que le contact territorial, il n'est pas indiqué. C'est au facilitateur de proximité de pouvoir le trouver. On va en discuter ensemble. Si vous pensez qu'il y a certains acteurs sur lesquels vous n'aurez pas forcément les contacts territoriaux ou vous avez besoin d'un peu d'un appui, nous, il y a des listes de contacts qu'on va pouvoir récupérer. Notamment, par exemple, je pense aux écoles de deuxième chance, les PIT, enfin, bon, bref, il y a des types d'acteurs qu'on va pouvoir récupérer en termes de contacts territoriaux. Mais pour vous présenter, donc, du coup, la liste, elle se compose de différentes thématiques. Il y a une première thématique, emploi et insertion, ce qui paraît quand même relativement classique et basique. Mais nous, vraiment, on incite de pouvoir élargir ce type d'acteurs en mobilisant également les acteurs du social, donc la deuxième thématique, les acteurs de la jeunesse, les acteurs de la justice, et puis il y a d'autres types d'acteurs un petit peu plus généraux, autres et regroupements partenarial. Si je reviens donc sur la première thématique, emploi-insertion, Agence locale de France Travail, ça tombe sur le sens et en plus, ils sont déjà évidemment mobilisés dans le cadre notamment du binôme et de l'implication quand même très très forte de France Travail. Il y a également donc les missions locales, école de la deuxième chance, les EPID, les PRIGE, donc notamment les référents PRIGE qui peuvent exister sur certains des territoires,
Les associations locales d'insertion, pareil, les acteurs vont être assez dépendants d'un type de territoire à l'autre. Il y a des territoires, notamment dans le 93, où en fait, il y a des associations qui sont missionnées pour l'accompagnement des BRSA. Donc, il faut évidemment pouvoir les mettre dans la boucle. Les MDE, les EA, les SIAE, les missions emploi au sein des villes. Certaines municipalités portent en fait ce type d'initiative, donc il faut pouvoir aussi les mobiliser. Les plis, les cités de l'emploi quand elles existent, les cap emploi et alors quelque chose qui peut sortir un peu de l'ordinaire, mais les cabinets des maires. Parfois, c'est pareil, les municipalités en fait portent quand même la thématique emploi de manière forte au sein du cabinet. L'idée de pouvoir de pouvoir diffuser les opportunités en direction du collaborateur, ça ne veut pas toujours dire que le collaborateur en lui-même va mobiliser des candidats, et encore que ça peut arriver. Ça veut surtout aussi dire, c'est vraiment le message qu'on envoie aux mairies, c'est qu'on veut travailler avec les municipalités et qu'elles aient vraiment le sentiment de voir en fait les opportunités arriver sur leur territoire. Donc ça, c'est pour la partie emploi et insertion. Je continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper. Je ne vois pas les réactions ni les mains levées. Sur la partie acteurs sociaux, donc il y a tous les CHRS qu'on propose d'impliquer, ainsi que les différents centres d'hébergement, les FJT, les associations locales pour le logement des jeunes, etc. Donc il y a quand même tous les acteurs de l'hébergement et des logements que nous, on pense vraiment important de pouvoir également mobiliser. Il y a tout ce qui est circonscription d'action sociale, qui parfois s'appelle maison des solidarités, donc aussi le lien avec les départements. En fonction des territoires, il va y avoir des épiceries sociales, il y a des institutions sociales locales telles les permanences sociales d'accueil, par exemple sur Paris. Pareil, c'est aussi bien de pouvoir les mettre dans la boucle. Il y a l'aide sociale à l'enfance, on pense surtout aux contrats jeunes majeurs. Avec des jeunes adultes donc, qui voilà, vont être en recherche d'une insertion professionnelle, et ça peut être quand même intéressant de les mettre dans la boucle également. Les CCAS, les centres sociaux, éventuellement les CLSPD, donc pour tout le lien avec le service prévention. Et les associations également de prévention, pareil, toujours donc sur le lien avec particulièrement les jeunes majeurs. Je continue. Au niveau des thématiques, on a également identifié tout ce qui est jeunesse, les viviers, notamment étudiants ou alors jeunes majeurs ou déscolarisés, etc. Donc ça, c'est vraiment des acteurs qui sont aussi importants pour nous. Donc tout ce qui est structure, information jeunesse, que ce soit des déclinaisons BIGE ou PIGE sur le territoire. Les lycées professionnels et généraux, on rappelle qu'il y a les lycéens qui n'ont pas eu notamment de solution Parcoursup qui ont pu être suivis, notamment dans le cadre des lycées professionnels jusqu'au mois de décembre. Et donc, il y a peut-être encore le lien là qui est à mobiliser, même si on est en février. Il va quand même avoir des lycéens bacheliers ou des lycéens sans bac qui vont potentiellement être intéressés par ce type d'opportunité. Le lien aussi au CIO et MLDS. Évidemment, il y aura un tri à faire avec ces acteurs-là, mais ça peut quand même être intéressant. Le lien également avec les acteurs de la justice, qui est donc une autre thématique qu'on souhaite mobiliser via les PJJ et les SPIP. Enfin, il y a d'autres types d'acteurs, donc la vie associative des mairies. Donc ça, d'un territoire à l'autre, ça va être évidemment très changeant. Peut-être passer directement par le lien mairie ou alors mobiliser directement les associations locales avec des associations nationales qui ont des ancrages locaux comme la Croix-Rouge, Emmaüs, Secours Populaire. Et enfin, il y a en fait des regroupements partenariaux sur les territoires notamment qui sont alimentés, enfin qui ont des QPV, qui sont alimentés par le contrat de ville, etc. En fonction des territoires, il s'appelle parfois le groupe opérationnel de suivi et qui en fait est le regroupement de tous les acteurs de l'insertion, de la jeunesse, de l'emploi, etc. Et donc ça peut aussi être facilitant pour mobiliser donc les acteurs cités plus haut. Voilà pour cette liste. Je vais arrêter le partage d'écran pour mieux échanger avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, je vois une main, Madame Chevalier-Boudon. Non, non, je n'ai pas levé la main, c'était tout à l'heure, Non. mais je pensais l'avoir enlevée. Ah d'accord, pardon. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce
Est-ce que Ouais, ces ça acteurs, c'est déjà des acteurs que vous mobilisez? Est-ce que vous trouvez que cette liste, elle permet de compléter? Oui, Marine, Valérie, Le Corvec Initiative 77. Oui, déjà, je pense que les facilitateurs, moi j'en ai déjà un petit peu échangé avec les facilitateurs du territoire. Oui, il manque peut-être des partenaires, mais voilà, on va faire le point avec les facilitateurs pour les lister, voilà, pour que ce soit le plus, on va dire, le plus exhaustif possible, que ça colle à cette liste. Et on se rapprochera de vous pour éventuellement avoir des contacts si on en manquait. Voilà. Très bien. Ouais, n'hésitez pas. Donc nous, via l'Adriette ou alors via le lien avec la préfecture de région, éventuellement les préfectures de département, on peut essayer de récupérer des contacts. Et nous, on voudra être évidemment facilitant pour ce travail-là. Vraiment, c'est une priorité hein, que les territoires soient impliqués et bénéficient de l'opportunité de l'opportunité jeu. Donc ça, c'est le premier outil que je voulais vous présenter. Le second outil, c'est au sujet des événements. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a il y a une explosion de plus en plus des initiatives emploi. Ah, pardon, Clara. Oui, pardon, j'étais en train de penser à une autre catégorie de prescripteurs que j'ai pas vue dans la liste, Ouais. mais peut-être que c'est lié aux critères d'accès et à cette notion d'accréditation. Tout ce qui est PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, SPIP. Si, elle y est. Attends, je te remonte si tu veux. Ah bah, J'ai peut-être été assez vite. Attends, alors du coup, je d'accord. me trompe en plus de... Les casiers judiciaires peuvent ne pas être vierges pour obtenir des accréditations. Ce qui va, à mon avis, être un problème pour la sécurité particulièrement, c'est sûr. Mais voilà, on a bien... là, je ne sais pas si tu revois, Clara. On a bien donc un item, un item justice, PJJ et SPIP. Après, évidemment, faudra voir que les conditions, le cadre soient respectés hein, par rapport aux spécificités des publics. Hein. Mais par exemple, c'est la même chose sur l'information jeunesse, alors complètement dans un autre cadre. Mais par exemple, si vous avez des étudiants, ils sont QPV, bon, bah là, il n'y a plus de souci. S'ils ne sont pas QPV, il y aura, voilà, faut voir s'ils tombent dans un autre critère d'éligibilité ou pas. Donc, il y aura forcément en fait un travail après de vérification des critères. Mais au moins, ça permet quand même d'avoir un sourcing le plus large possible malgré tout. De toute façon, dès lors que ce sont des prescripteurs habilités, c'est le prescripteur habilité qui garantit l'éligibilité à l'IAE ou aux clauses. Ouais, mais là, ce ne sera pas forcément le cas. D'accord. La formation jeunesse, ils savent pas. Enfin, c'est vraiment au facilitateur, la proximité, de vérifier que le critère il est bien respecté, quoi. D'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Donc, sur le deuxième outil que je voulais vous présenter. Donc, là, on le voit et vous le voyez au plus proche des territoires, il y a de plus en plus des initiatives et un peu une explosion en fait des événements emploi, et tant mieux. Qui se mettent en place là sur l'ensemble des territoires pour pouvoir donc sourcer les candidats, faire des opérations de recrutement, faire des opérations d'identification des entrées en formation, faire des opérations d'ateliers d'accompagnement du public sur les différents secteurs, etc. C'est une très très bonne chose. Nous, on souhaite au niveau régional pouvoir mesurer en fait cette activité. Et donc, on a commencé en fait un travail de recensement des événements emploi sur l'ensemble de l'Île-de-France. Alors déjà, peut-être première mesure de précaution, on sait pertinemment qu'on n'arrivera pas à recenser l'ensemble des événements emploi sur l'Île-de-France et c'est pas grave. Sinon, ce serait un travail de fourmi qui en fait prendrait beaucoup trop de temps et on se perdrait complètement dans cet objectif. Donc en fait, nous, on souhaite recenser ce qui nous arrive au niveau régional. Si on n'a pas 100% des événements, ce n'est pas grave. Pour autant, donc
on a partagé cet outil avec les membres du GOA et donc on sollicite, nous, les facilitateurs pivots, à ce qu'ils nous fassent remonter les événements dont ils auraient connaissance sur leur territoire. Donc, n'hésitez pas à les alimenter pour qu'eux puissent faire remonter ce type d'événements. Au-delà du seul recensement qui va nous permettre en fait de pouvoir comptabiliser le nombre d'événements sur tel département, sur telle thématique, etc., ça pourra aussi être un outil qui vous sera utile directement parce que du coup, une fois que c'est recensé, vous pourrez savoir exactement ce qui se passe sur votre territoire. Je ne sais pas si vous voyez le tableau là que je vous ai mis en partage. Oui, très bien. Oui? Oui, oui, on voit bien, Marie. Ok, super. Donc, pour vous présenter ce tableau, donc il y a le nom de l'organisateur, le département, la structure qui porte cet événement, la date qui peut être triée par mois, bon, les horaires, les descriptifs, etc. Quel objectif il porte cet événement, quelle est la famille d'achat concernée, les remarques, les adresses précises évidemment, et puis le contact et le lien pour plus d'informations. Donc ça, c'est la présentation générale du tableau. Concrètement, si par exemple vous travaillez dans le 93, hop, je peux filtrer l'ensemble des événements. Pour l'instant, on en a 260. Je peux filtrer donc l'ensemble des événements. Hop, je veux uniquement les événements dans le 93, uniquement en février. Donc pareil, par un système de listing, hop, je coche mes critères. Uniquement sur du recrutement et uniquement, bon, ce qui nous occupe pas mal en ce moment, la sécurité. Et donc là, vous allez avoir en fait le détail des événements sécurité recrutement dans le 93 sur le mois de février. Donc ça va vous permettre quand même d'avoir une lisibilité, on espère, assez immédiate et assez pratique à utiliser et que vous pouvez évidemment diffuser largement sur à l'ensemble des acteurs des territoires. Voilà. Et puis donc c'est pareil pour l'ensemble des départements. Évidemment, en termes d'objectifs, vous avez donc tout ce qui est atelier accompagnement du public, entrée en formation et recrutement. Et sur les familles d'achat concernées, vous avez tout ce qui est en fait lié aux clauses d'insertion, fonction support, logistique, nettoyage, restauration, sécurité. Donc voilà, sur la partie comptabilisation, ça peut également vous intéresser. Le deuxième onglet permet de voir d'un seul coup d'œil le nombre d'événements emploi actuellement recensés. Donc pour l'instant, sur l'ensemble de l'Île-de-France, on a 260. Sur la sécurité, 181. Sur la restauration, 34, etc. etc. Au-dessous de ce tableau, vous avez le détail également par département. Donc ce qui va vous intéresser directement sur votre territoire. Voilà, en termes de remontée de données, donc nous, en fait, on va envoyer chaque semaine le tableau mis à jour le mardi soir. Le mercredi, on sollicite en fait la remontée des événements à venir et qu'on compile donc le lundi pour le rediffuser le mardi soir. Donc en gros, toutes les semaines, on va solliciter les facilitateurs pivots ainsi que France Travail, ainsi que les UDDET pour pouvoir recenser ces événements. J'arrête le partage. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques sur l'outil. C'est très clair, hein. Très exhaustif, hein. Et ben dans ce cas-là, je m'arrête là. Merci beaucoup. On va passer à Katia. On va être, je pense, voilà, on va être un petit peu contraint par le temps. Donc si certains d'entre vous peuvent rester au moins jusqu'à 11h15, ce serait très bien. Alors moi, ça va être difficile de rester jusqu'à 11h15, mais j'aimerais bien savoir, c'est Séverine Lecovic de l'UD 93 de la Driette, si on aura les Bonjour. documents. Bonjour, si on aura les documents que vous avez projetés ou pas. Ah oui, on va transmettre, hein, on Compiler. transmettra ton. Ouais, ouais, ouais. Merci. Et après, les documents sont aux mains également, nous, dans une plateforme partagée aux mains des pivots. Donc, des documents qui seront en plus actualisés régulièrement. Donc, il n'y a pas de souci pour vous les partager. Katia, je te laisse présenter le dernier document. Ah, Sophie, Pardon, excuse-moi. juste une petite question. Vas-y. Je suis pas au courant de tout ce qui se passe avec les géos. On est dans un secteur où il n'en a pas pour l'instant. Est-ce que nous ne sommes plus donc demandés d'utiliser Upclose pour faire la saisie de tout ce qui est les heures et le suivi des participants? Le logiciel qu'on utilise.
Euh, je peux Gilles, oui. Oui. Non, je Vas-y, t'en vas-y. prie, vas-y. Je t'en prie. Vous êtes sur quel territoire? Alors, Sophie, bonjour, en Seine-et-Marne. C'est ça, Euh, c'est ça cinéma. Mhm. Bonjour Katia. Bonjour. Vas-y, Euh, Gilles, je te laisse et répondre donc, du de coup, prime abord. on saisit l'ensemble des marchés sur Closemo et on le délègue sur UpClose par l'intermédiaire de 20 clés sur 20 territoires différents. Et donc, en Seine-et-Marne, on a identifié 2 structures à qui on a ou on va déléguer les marchés. Et donc, du coup, effectivement, les données vont nous remonter et les nombres d'heures vont nous remonter par l'intermédiaire d'UpClose, tout à fait. D'accord, donc il y aura UpClose, il y aura comment ça s'appelle, la fiche entreprise attributaire, et puis il y aura aussi les documents que Madame Schaeffer nous a montés, c'est ça, montré. Exactement. Et ça fait une très belle transition. On a une fiche entreprise attributaire qu'on a travaillé ensemble, commune, qu'on vous propose. On n'a pas réinventé l'eau chaude, évidemment, hein. On s'est appuyé sur vos outils traditionnels. On n'a pas envie de complètement tout chambouler pour les jeux, mais en tout cas qui permettent d'avoir quelque chose d'assez coordonné sur l'ensemble des territoires. Alors, du coup, je vous partage le document. Effectivement, excellente transition. Hop. Voilà, donc comme indiqué Gilles, ce n'est pas un document révolutionnaire, en tout cas, parce que de toute manière, on l'a travaillé en reprenant un petit peu déjà certaines bases qui existaient en Île-de-France et on s'est concerté dans le contexte Jeux Olympiques Paris 2024, quel était l'outil le plus pertinent. Et une fois de plus, je sais que les structures, vous avez chacun vos outils d'ores et déjà. L'idéal, c'est d'avoir un outil le plus harmonisé possible et donc on vous invite à utiliser celui-là. Maintenant, c'est au bon vouloir aussi de chacun. Sachant également que cet outil, prioritairement, alors déjà, est-ce que vous le voyez, l'outil? Oui, Oui. on le voit bien, mais il n'est pas en plein écran, mais bon. Ah, alors attends. Mais Comment on fait par plein écran déjà? Je me souviens plus. Ça serait mieux. Attendez. Est-ce que c'est mieux là ou c'est pareil? Allô? je sais pas C'est comment vous pareil, le mais je suis voyez. pas sûre que Ouais, tu puisses faire mieux ouais, avec peut-être l'autre. Ouais, ça, parce ouais. que c'est Ouais, c'est pas c'est évident. pas comme les PowerPoint avec. Bon, donc on va laisser tel quel et de toute manière, je vais le Oui, descendre on voit après pour les. qu'on puisse voir chaque item. Ça Ce que je marche. voulais expliciter, parce que je pense que ça aussi c'est important, c'est que ce document, il est surtout pensé à l'origine pour qu'on puisse le communiquer aux entreprises et qu'elles nous fassent les remontées d'heures dans le cadre des embauches directes. Parce que de la même manière, vous avez tous normalement des outils déjà de communication des heures avec les SIAE qui vous font ces remontées régulières. Donc là, dans un premier temps, ce document, alors bien sûr, c'est pareil, vous pouvez vous en inspirer pour compléter les choses, pour que au niveau SIAE aussi, les remontées, parce que je rappelle que là, on commence à avoir des remontées, mais les choses vont s'intensifier. Il va y avoir vraiment le haut de la vague pendant les Jeux Olympiques et juste après, le temps que les données remontent. Donc, il faut absolument que les choses elles soient mises en place pour que tout remonte le plus vite possible. Il va y avoir un travail après de compilation, de consolidation des résultats. Donc, c'est comme un enchaînement en fait qui doit être extrêmement cadencé, qui va l'être de plus en plus et qui jusqu'à la fin. Donc, par rapport à ce document, on est bien sur un document qu'on va communiquer aux entreprises et qu'elles vont nous remonter tous les mois. Donc, ça sera une feuille de relevé d'heures, si je ne me trompe pas, par entreprise et par marché. Alors, donc, vous avez ici sur ce document, je vais peut-être essayer de le mettre, j'aurais bien aimé à minima, hop, on va le mettre comme ça. Et puis, voilà, on va voir. Non, ça ne change pas grand-chose. Donc, vous avez ici un encart qui est prévu pour le logo de votre structure. Et ici, vous avez l'intitulé tout simplement avec une date que vous devrez indiquer
En tout cas, ce document, c'est les facilitateurs de proximité qui le communiqueront aux entreprises. Donc la date, elle devra être indiquée à transmettre le temps du mois. En général, on demande une remontée entre le 10 et le 15 du mois, voire le 15 à M+1. Donc ici, ça sera l'occasion de repréciser le nom du facilitateur référent avec ses coordonnées mail, téléphone. Et puis un récapitulatif. Cette feuille d'heure concerne quelle opération, quelle maîtrise d'ouvrage, quel maître d'œuvre et les contacts inhérents. De la même manière ici, vous avez des précisions qui peuvent être apportées, enfin qui doivent être apportées pour tout ce qui est lot, société et puis contact également. Donc là, c'est vraiment la partie identification. Après, sur ce tableau, est-ce que vous le voyez bien là? Parce que comme j'ai réduit un peu l'affichage. Non, Ça va? on voit bien, on peut lire les colonnes, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc la première colonne, ça c'est peut-être quelque chose que vous demandiez pas spontanément. Oui, non, ça dépend. Mais l'idée, c'est d'indiquer en fait l'identifiant Pôle emploi, le numéro, enfin Pôle emploi, Phrase Travail, excusez-moi. Donc on a précisé si connu pour pas non plus. Normalement, c'est les entreprises qui doivent remplir ce document. Rien ne nous empêche maintenant, au fur et à mesure qu'il sera complété et renvoyé chaque mois, si on peut appuyer l'entreprise et qu'on a connaissance de certaines informations, de les pré-remplir également. Donc, vous avez ici le nom du prescripteur et ou de l'orienteur. Donc, les choses classiques après, hein, nom, prénom, adresse, code postal, ville, voilà, téléphone. Ensuite, on rentre sur un item qui est quand même assez important, c'est la date de naissance avec l'âge. Donc, on est bien sur l'âge à laquelle la personne a intégré en fait le poste dans le cadre des Jeux olympiques ou en amont. Pour qu'on ne se retrouve pas avec, je ne sais pas, par exemple, une quarantaine de jeunes qui auraient moins de 26 ans et après les chiffres bougeraient et on les comptabiliserait pas à la date d'entrée comme jeunes de moins de 26 ans. Bon, c'est des choses évidentes parce que vous maîtrisez tous ces aspects. Là, pour les niveaux de qualification, alors on s'est posé la question d'intégrer ou pas des menus déroulants pour faciliter éventuellement la tâche aux entreprises. Bon, il se trouve que ça peut complexifier plus qu'autre chose. Par contre, on a gardé ce menu déroulant pour tout ce qui est formation, niveau de formation. Donc, vous retrouvez ici les items qu'on a sur le logiciel Close, qui ont été changés depuis quelques années déjà, avec l'intitulé. Après, vous aurez la fonction exercée, le type de contrat. Alors là, il y a marqué liste déroulante, mais sur le modèle de base, il n'y aura pas de liste déroulante. La date de début de contrat, la date de fin de contrat, le motif de fin de contrat, et puis tout ce qui est commentaires divers qui permet de mieux appréhender le parcours de la personne à l'issue des Jeux olympiques, pendant et à l'issue des Jeux olympiques. Sachant que l'idée, c'est bien de pouvoir spécifier à partir de quand la personne intègre l'entreprise et à partir de quand on comptabilise les heures. Et ensuite, est-ce qu'il faudra qu'on puisse voir si c'est par exemple un CDI, est-ce que la personne, elle continue évidemment dans l'entreprise ou alors elle s'arrête et pour quel motif, fin de contrat ou autre. Voilà, donc là, c'est toute la partie en fait, on va dire, gestion du contrat. Et puis après, vous avez des choses assez classiques aussi que vous connaissez. Vous avez des rubriques pour les heures d'insertion réalisées. Donc là, vous aurez un total qui va s'incrémenter et on a bien différencié ce qui relève des heures de formation réalisées. Donc toujours avec un total qui s'incrémente automatiquement. Sachant que là, l'idée, ça va être de créer les colonnes pour pouvoir rajouter au fur et à mesure des mois les heures. Et puis là, vous aurez le côté du tableau qui intègre les heures d'insertion, c'est-à-dire hors heures de formation. Et là, vous retrouverez en fait l'objectif, il sera renseigné par le facilitateur concerné, référent. Et puis après, le pourcentage d'heures réalisées et le différentiel qui vont de la même manière s'automatiser directement sur le logiciel en fonction des résultats. Et puis l'encart, bien sûr, date et signature.
Voilà, c'est un document, une fois de plus, je dirais pas simple, mais que vous connaissez. Mais l'idée, c'était vraiment qu'il y ait toutes les informations, les mêmes, qui remontent pour tous. Je ne sais pas si d'ores et déjà, vous avez des questions ou des remarques. Nadia, Oui. Nadia qui a levé la main. Oui, bonjour. Nadia Bonjour. Fadil, coordination pleine commune. Merci beaucoup pour la présentation de cette fiche. Je voulais juste préciser que nous, à l'échelle de l'EPT, on est sur exactement hein, la même fiche hein, qu'utilisent nos facilitateurs. On retravaille actuellement à l'échelle du département de la Seine-Saint-Denis la question RGPD. Je ne la vois pas sur cette fiche. Et c'est vrai que si cette fiche est transmise aux entreprises, étant donné que c'est l'entreprise qui emploie, nous, on a pris le parti pris de rajouter une colonne à côté de la civilité avec l'accord RGPD. Comme ça, l'entreprise s'assure auprès de son salarié avant la transmission des données dans cet Excel, qu'il est d'accord pour que nous, on puisse après saisir les données sur notre logiciel. Donc, on a rajouté une colonne. Avec la SIAE, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, avec les entreprises, sur notre fiche de revendeur, on est en train d'expérimenter. Donc, on le fait à l'échelle, on est en train d'y réfléchir là, à l'échelle de la Seine-Saint-Denis. Donc, c'est vrai que si on part sur quelque chose d'harmonisé, je ne sais pas ce qu'en pensent les collègues sur ce groupe de travail, mais nous, on a pris ce parti pris là. Merci Nadia. Je trouve que la remarque est intéressante. Je ne sais pas si d'autres, vous pouvez nous faire part comme ça d'initiatives pour le volet RGPD. Et je ne sais pas si du côté de Paris 2024, il y aurait des choses à compléter. Mais en tout cas, la suggestion est intéressante. Merci. C'est juste pour préciser que comme ça, le facilitateur ne porte pas la responsabilité, c'est l'entreprise qui la porte. J'ai pas compris pourquoi c'était l'entreprise qui portait la responsabilité. Parce que c'est Nadia. l'entreprise qui emploie, Gilles, la personne, et que c'est l'entreprise qui transmet au facilitateur ses données, et pas l'inverse. Donc, c'est à l'entreprise de s'assurer auprès de son salarié, parce que le facilitateur ne le voit pas, de son accord pour qu'on puisse avoir ces informations. Donc, l'entreprise, du coup, Sauf quand que dans elle le cadre du renseigne- RGPD, quand vous accompagnez une personne que vous positionnez sur des clauses d'insertion, vous lui faites bien signer Ouais, un tout à papier fait. RGPD. Ouais, exactement. Quand c'est à notre niveau, étant par exemple, on est sur une information collective ou un job dating avec une Ouais. entreprise, dans ce cas-là, oui, il y a un accord RGPD systématique. En revanche, quand c'est dans l'autre sens, on n'a, nous, aucun moyen de s'assurer, parce qu'on n'a pas les coordonnées de cette personne, de son accord. Donc, en fait, c'est l'entreprise qui l'emploie qui doit s'en assurer avant de nous transmettre ces données. Et on fait le même travail avec la SIAE, donc on est sur des outils différents, mais en tout cas, on est en train de tout réharmoniser à ce niveau-là. Et Voilà. comment vous vous assurez que l'entreprise mène sa politique RGPD, c'est-à-dire que fait signer un contrat de travail où elle explicite à la personne qu'effectivement un certain nombre de données pourraient être transmises aux facilitateurs de proximité. Du coup, là, vous travaillez avec les entreprises au moment de la mise en œuvre de la clause pour vous assurer qu'elles feront ce travail nécessaire auprès de leurs futurs salariés ultérieurement? En tout cas, nous, quand on leur explique comment on saisit les heures, comment se calculent les heures avec vous, on leur dit systématiquement que ces données vont être saisies dans un logiciel qui nous permette après, nous, de suivre et d'établir des bilans. Pour avoir ces données, on a besoin d'avoir cet accord RGPD. D'ailleurs, quand on rentre un participant sur ABC, il y a une case à cocher RGPD. Donc, c'est important aujourd'hui que le facilitateur qui saisit cette donnée, s'il n'y a pas de convention entre l'entreprise, s'il n'y a pas de cadrage spécifique, on doit s'assurer, dans l'autre sens, que le bénéficiaire, enfin le salarié, est d'accord pour qu'on puisse, nous, exploiter ces données. C'est là où on est, c'est là où c'est très important, en tout cas, en termes de transmission de données entre les uns et les autres, qu'on puisse être d'équerre sur le process RGPD.
Non, mais tu as raison, bien sûr, Mm. hein, il ne s'agit pas de pas être d'équerre. Non, 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 bien sûr, mais Je, c'est pas des choses qu'on je, faisait avant. On est en train de, tu vois, de tout au niveau de Plenco, mais j'entends. il y a eu un vrai groupe de travail là récemment au département avec les EPT de la Seine-Saint-Denis. Donc vraiment, c'est très important qu'on puisse être sur le même niveau de pratique au niveau des facilitateurs et comment on travaille ces questions RGPD à l'échelle du département avec les entreprises dans un premier temps. Avec les SIAE, comme le précisait Madame Salvado, c'est encore d'autres pratiques parce qu'ils ont des logiciels, etc. Mais étant donné que normalement, enfin, j'imagine que quand on est salarié d'une entreprise, l'entreprise a toujours une clause de consentement RGPD qui précise que les données des uns et des autres pourront être traitées via d'autres canaux. Là, c'est très important que ce soit fait aussi au niveau de ces relevés d'heures. Donc, nous, on a pris le parti pris d'expérimenter. On parle d'une expérimentation parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on ne faisait pas forcément avant sur cette fiche de relevé d'heures avec les entreprises, puisqu'on était sur du déclaratif et on n'avait pas ce consentement quand ça venait des entreprises. Donc là, aujourd'hui, on leur demande de jouer le jeu et pour que nous, on puisse derrière être d'équerre sur ces règles. Il y a Myriam et Valérie qui souhaitent intervenir. Oui, sur la même question. En fait, chez Activity, quand le facilitateur n'est pas à l'initiative de la candidature et que c'est l'entreprise qui propose son candidat, on fait tout simplement remplir par l'intermédiaire de l'entreprise une fiche qui sera signée par le salarié, une fiche RGPD. Mais là, c'est vrai que, étant donné les volumes qu'on va devoir valoriser et puis enregistrer, l'idée de simplifier et de passer par le tableau, moi, je la retiens tout à fait. Et toi, Valérie, merci Myriam. Valérie, tu avais un... Oui, ça va dans le même sens, hein. C'est vrai que nous, enfin les facilitateurs, pour veiller à l'éligibilité des publics, même quand l'entreprise les embauche, on veille, on fait signer cette fiche RGPD par le candidat, effectivement. Donc, bon, je suis d'accord avec Myriam, hein, si on a du volume, il faut bien trouver un système pour que le candidat accepte qu'on traite ces données. Merci Valérie. S'il n'y a pas d'autres interventions souhaitées, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on laisse la parole à Monsieur Lefranc qui patiente depuis un petit moment, vu le retard qu'on a pris. Et puis pour que tout le monde puisse, enfin un maximum de personnes puissent voilà, bénéficier de votre présentation, Monsieur Lefranc. Donc je vous laisse la main si vous avez également un document à nous partager. Oui. Je vous laisse vous présenter également. Oui, on vous entend bien, on vous voit bien. Parfait. Merci, Madame Maillot. Donc, oui, je vais me présenter. Donc, Jérôme Lefranc, je travaille à la DRIEETS d'Île-de-France. Donc, je ne vais pas redire ce qu'est la DRIEETS puisque Marine l'a fait. Et je travaille au sein du service études, statistiques et évaluation donc de la DRIEETS Île-de-France. Je vais essayer de partager le document de présentation. Très bien, on voit bien. Est-ce que vous voyez là? Oui. C'est en grand pour vous ou... Ah oui, je pense que c'est... Ouais. D'accord. Ok, parce que moi, c'est un tout petit, mais ça doit être parce que je partage le document. Donc, donc je vais vous présenter l'étude qu'on est en train de mener donc, sur le devenir des salariés donc, des structures de l'IAE qui ont bénéficié donc, des clauses sociales dans le cadre des marchés publics pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Donc, c'est une étude qui n'est pas terminée. Bien sûr, elle va se prolonger tout au long de l'année, même se poursuivre au-delà de la fin des Jeux, peut-être même jusqu'en 2025.
Donc l'idée qu'on avait en fait à la Driette, c'était de vérifier en fait les chiffres qui avaient été communiqués donc dans un premier temps en termes d'emploi sur les chantiers des Jeux, puisqu'il y avait il y a un certain nombre de chiffres qui ont circulé depuis déjà de nombreuses années sur les emplois associés aux Jeux Olympiques, donc à la construction des chantiers pour les épreuves. Donc, comme il y a une dynamique de l'emploi, on voulait vérifier en fait cette dynamique en élaborant donc une étude ad hoc sur les salariés de l'insertion par l'activité économique. L'idée aussi, c'était d'avoir des données à la fois quantitatives assez pertinentes, plus pertinentes que des estimations, et puis aussi d'avoir des données qualitatives sur les salariés qui ont bénéficié donc des clauses sociales. Donc, l'origine de l'étude, c'était celle que je viens d'évoquer. Voilà, il y avait un engagement qui a été pris dans le cadre de l'obtention des Jeux avec une charte sociale. Donc tout ça, vous connaissez. Donc le suivi de l'impact social des Jeux était nécessaire. Et c'est l'objet de l'étude l'objet de l'étude porte sur les salariés en insertion. Donc, objectif global, évaluer l'impact de la politique publique. Donc, on est basé sur les chantiers de construction. Donc là, dans cette première partie, on est vraiment sur les chantiers. Et on a décidé donc de suivre plusieurs cohortes. Donc, je vais préciser par la suite le calendrier, le déroulement en fait des différentes cohortes qui entrent dans le cadre de cette étude. Donc, il y a deux volets, comme je l'ai dit tout à l'heure, un volet quantitatif, donc avec une enquête par questionnaire. Alors, le questionnaire soit directement au téléphone, le plus souvent, quelquefois par Internet. Donc, il y a deux modes de questionnement possibles. Et on a constitué donc 3 cohortes. Donc, on a constitué et on constitue encore, puisque ce n'est pas terminé, 3 cohortes de salariés qui ont travaillé sur les chantiers des Jeux olympiques et paralympiques. Donc, ces 3 cohortes couvrent la première 2021 et le premier semestre 2022. La deuxième donc, couvre la période du deuxième semestre 2022 et du premier semestre 2023. Et la troisième cohorte couvre la période du deuxième semestre 2023 et du premier semestre 2024. Donc, on voit qu'on est encore en plein dans le cœur de l'étude. Parallèlement, il y a un volet qualitatif, puisqu'en fait, on s'était dit que le volet quantitatif ne suffirait pas et qu'il fallait qu'il y ait des questionnaires qualitatifs qui soient élaborés et de façon à avoir un certain nombre d'éléments qui ne sont pas forcément appréhendés par des questions fermées et avoir des choses à raconter peut-être plus concrètes sur la situation et le cas des salariés qui ont suivi ces parcours. Donc, on a alors, oui, donc là, c'est le déroulé de l'étude. Donc là, je vais passer assez vite. Donc, pour l'instant, pour vous dire où on en est, donc la première cohorte, c'est en jaune. On a interrogé, donc, ce qu'on voit, c'est 2021, donc le premier semestre 2022, pour la participation donc, au chantier. Et on interroge les salariés donc, de cette cohorte. Après, donc, à la fin, donc
Pour la première vague, c'était fin 2022 et 6 mois après, donc début 2023 pour la deuxième vague. Donc ça, c'est la première cohorte. La deuxième cohorte porte sur, donc, comme je l'ai dit, le premier semestre 2022, le deuxième semestre 2022, le premier semestre 2023. Et même chose, donc on interroge à la fin de la cohorte, donc c'était fin 2023 pour la première vague, et début 2024, donc là on est en plein dedans pour la deuxième vague. Donc pour l'instant, ce que je vous présente, c'est les résultats de la première cohorte, donc qui correspond au schéma en jaune, hein. On est encore en train d'élaborer les résultats et sur la deuxième cohorte, et puis la troisième cohorte en train de se constituer. Donc tout ça suit son cours et on va affiner nos résultats au fur et à mesure de la passation des questionnaires. Donc, ce que je vous présente, hein, donc les premiers résultats de la première cohorte. Donc, on a interrogé toutes les ETTI donc, qui travaillent en Île-de-France, hein. Donc là, cette première cohorte, c'est nous-mêmes qui l'avons constituée. Donc, par la suite, on a passé un marché avec donc 2 cabinets qui ont été sollicités pour suivre et passer les questionnaires sur les cohortes suivantes. Donc là, on a constitué cette première cohorte donc, auprès des ETTI en les interrogeant directement, hein. Donc ça, c'est des questionnaires qu'on leur a fait parvenir et en leur demandant de nous dire s'ils avaient placé donc, des salariés sur des chantiers JOP au cours donc, de la période que j'ai indiquée tout à l'heure. Donc, sur les 52 ETTI qu'on a interrogés sur cette première cohorte, il y en a 15 qui ont déclaré avoir placé des salariés sur 42 chantiers, parmi les chantiers donc, qui sont identifiés dans le cadre des opérations. Donc, les tâches, alors 95% des métiers sont du secteur du BTP, hein, ce qui est logique vu qu'on est exclusivement là sur les chantiers JOP. Sachant que donc, le village olympique, c'est le plus gros site, il concerne 31% des chantiers qui ont été mentionnés. Donc, les premiers résultats sur cette première cohorte. Donc là aussi, ce n'est pas une surprise, 97% des répondants sont des hommes, avec âge moyen 36 ans, âge médian 33 ans. 57% sont sans diplôme au moment où ils intègrent le chantier JOP. Et 70% sont de nationalité étrangère. Et donc, le reste, donc 30%, soit de nationalité française, soit avec la double nationalité. Alors, sachant que les 70% de nationalité étrangère, ça recouvre des réalités bien différentes, hein, puisqu'on peut avoir à la fois des gens qui sont de nationalité étrangère, mais installés en France depuis très longtemps, alors qu'on a également donc, des salariés qui viennent d'arriver en France, qui sont pas forcément, qui maîtrisent pas forcément la langue française parfaitement bien et qui peuvent même avoir encore des soucis avec leur papier. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop voulu explorer cette question de nationalité étrangère qui peut parfois recouvrir des réalités fort différentes. Donc, alors, il y a plusieurs thématiques, donc des questions qu'on a posées aux salariés. Je précise, hein, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on a à chaque fois demandé aux ETTI de poser la question aux salariés s'ils étaient d'accord pour
répondent au questionnaire. Donc, à chaque fois, tous les salariés qui ont répondu sont des salariés qui ont donné leur accord spécifiquement à ce qu'on les interroge. Donc, les résultats avant la mission JOP, une grande majorité donc, des salariés avaient une expérience professionnelle, en moyenne une expérience d'environ 5 ans, et la plupart d'entre eux, pour les 2 tiers en tout cas, une expérience déjà dans le secteur du BTP. Et pour 74% d'entre eux, ils travaillaient en intérim. Donc, quand on regarde s'ils étaient en emploi sur la période précédente, donc 50%, environ la moitié, donc, ont répondu qu'ils étaient principalement en emploi sur la période considérée, et donc l'autre moitié qui a répondu soit avoir alterné des périodes d'emploi et d'inactivité, soit avoir été principalement sans emploi. Donc ensuite, on les interroge. Donc il y a une thématique sur ce qui s'est passé avant leur mission dans le cadre des jobs. On les interroge sur ce qui se passe pendant la mission. Donc 72% nous ont dit qu'ils avaient été mobilisés sur une seule mission job. Donc 28% ont pu être mobilisés sur 2 ou plusieurs missions. Soit qui se sont enchaînés, soit qui ont été entrecoupés. En moyenne, les missions donc, ont une durée moyenne de 7 mois. Alors, pour la moitié d'entre eux, sur une période inférieure à 6 mois, et pour un peu plus d'un salarié sur 5, des missions qui ont une durée beaucoup plus longue de 1 à 2 ans. Ce qu'on a pu mettre en évidence également, c'est que plus les salariés avaient de l'expérience, plus la durée des missions était longue. En moyenne, 7 mois pour des salariés avec l'expérience et un peu moins de 5 mois pour les salariés sans expérience. Ensuite, comment on les interroge 2 fois, hein, donc une première vague et une deuxième vague. Donc, au moment de la deuxième interrogation, 62% donc, des salariés nous déclarent être en emploi, en intérim dans 3 cas sur 5 et en CDI dans 1 cas sur 4. Parmi ceux qui sont en CDD ou en contrat de travail temporaire, donc 13% ont des contrats longs, supérieurs à 6 mois, et 65% des durées inférieures à 3 mois. Donc, la grande majorité travaille dans une entreprise privée et dans le secteur du BTP, donc pour les 3 quarts d'entre eux. On les interroge aussi sur le rôle, on a un questionnaire, donc une partie du questionnaire sur le rôle des ETTI dans l'insertion des salariés. Donc, comment les salariés ont été mis en relation avec le TTI. Donc, pour 40% des salariés, la mise en relation s'est faite à l'aide des structures classiques de l'emploi, donc Pôle emploi, Cap emploi, etc. Mais on voit aussi que la propre initiative du salarié ou l'entourage ont joué un rôle important pour la mise en contact avec l'entreprise. Bon, bien sûr, la principale raison de la mise en relation avec le TTI, c'est pour avoir un travail. Mais une autre des raisons évoquées aussi, c'est de suivre une formation. Toujours sur le rôle des ETTI dans l'insertion des salariés, donc 46% déclarent avoir bénéficié d'un accompagnement de l'ETTI avant la mission, accompagnement qui peut porter soit sur l'aide au remplissage de papiers officiels, mais aussi sur le logement. Une aide qui a été appréciée puisque 90% des salariés déclarent être satisfaits de l'accompagnement qui leur a été apporté. Pour les salariés qui n'ont pas reçu d'accompagnement,
24% nous déclarent qu'ils auraient bien aimé en bénéficier, notamment pour les mêmes raisons, hein, soit pour de l'aide sur des documents officiels, soit pour une aide au logement. Sur la formation, donc 41% des salariés déclarent avoir suivi une formation. Donc, c'est 2 fois plus en fait que les salariés qui avaient qui avaient évoqué donc la formation comme une des raisons de motivation pour leur mise en relation avec le TTI. Donc là, la formation est un élément important en fait, dans le cadre de la mission. Des formations qui se sont suivies sur les heures de travail et qui sont d'autant plus longues que la mission d'intérim l'est également. Et des formations qui ont été jugées très utiles puisque 98% des salariés estiment qu'elles ont été utiles pour eux-mêmes. Donc, sur les premiers résultats, il y a des bénéfices évidents de ce parcours, hein, pour les salariés donc, qui ont suivi ces parcours dans le cadre des chantiers GOP. Donc 87% disent qu'elles leur ont permis d'acquérir ou de développer des compétences. 76 ou 78, hein, je vois mal, c'est tout petit, je me souviens plus du chiffre, indiquent que ça leur a donné envie d'apprendre ou d'exercer un nouveau métier. Sur l'environnement professionnel également, donc les satisfactions sont assez élevées et 71% des salariés déclarent avoir gagné en autonomie et en confiance en eux. Et par contre, on constate quand même des différences de perception selon le profil des salariés. Ce qu'on peut mettre en évidence, et on affinera effectivement ces résultats avec les cohortes suivantes, hein, les 2 cohortes suivantes. Les salariés sans diplôme ou de nationalité étrangère semblent être plus enthousiastes que les autres. À l'inverse, les salariés les plus jeunes et ceux qui ont un niveau de formation plus important se montrent plus critiques. Donc ensuite, donc là, je vais passer assez vite, hein, sur le deuxième volet, sur le volet qualitatif. On a pour l'instant fait passer donc 10 entretiens, sachant que dans l'ensemble, il est prévu qu'on en fasse passer 40. Donc, il y en a encore 30 qui doivent être passés avec soit des salariés, soit avec des ETTI elles-mêmes. Ça, c'est des choses qu'on va décider prochainement. Donc, pour l'instant, on a interrogé 10 salariés. On a essayé de respecter à peu près la répartition équivalente avec celle qu'on avait sur les entretiens quantitatifs. Donc, on a essayé de mixer un peu les profils BTP hors BTP, avec une majorité, bien sûr, de profils BTP. Et on a essayé aussi d'avoir des femmes et pas seulement des hommes sur les 10 entretiens qualitatifs. Donc, je vais passer assez vite sur cette question-là, mais il faut savoir que ces entretiens qualitatifs sont très intéressants. Ils permettent en fait de faire ressortir des problématiques qui n'apparaissent pas forcément dans le cadre de la passation des entretiens quantitatifs, soit parce que les questions n'ont pas été posées, soit parce que le fait qu'on soit en face à face, hein, avec un interrogateur, avec une personne qui pose des questions, permet en fait aux salariés de s'exprimer sur des choses qu'il n'a pas forcément eu l'occasion, sur lesquelles il n'a pas forcément eu l'occasion de s'appesantir sur l'entretien
quantitative. Donc, c'est intéressant. Bon, là, ça c'est une présentation, mais je vais pas reparcourir, rebalayer tous les cas. On essaie de mettre en évidence des exemples de parcours. Donc, la présentation, c'est une présentation pour l'instant qui a affiné, hein, mais on essaie de qualifier des types de parcours plus ou moins équivalents avec, on va dire, un parcours satisfaisant, c'est-à-dire un parcours qui permet en fait aux salariés où on constate que le passage dans le cadre du chantier JOP a été un tremplin pour la personne. Il y a un parcours plus mitigé, on va dire que ça a été utile, mais il reste des problèmes. Et puis, il y a les salariés pour lesquels, en fait, le passage dans le cadre du chantier JOP n'a pas franchement été utile. Et on constate que les salariés, finalement, sont dans la même situation que celle qui était la leur avant en fait le passage dans le chantier. Donc ça, c'est des données qui sont intéressantes qu'on va affiner et qui vont nous permettre en fait de donner des exemples un peu plus vivants sur les parcours par rapport aux seules réponses au questionnaire quantitatif. Donc, je passe sur les observations empiriques qu'on a pu dégager des entretiens qualitatifs. Mais voilà, c'est des choses intéressantes. Je vais revenir sur les prochaines étapes. Donc, on a un comité de pilotage qui va avoir lieu en avril. On est dans le cadre de la constitution de la deuxième cohorte. Le premier questionnaire de la deuxième cohorte a déjà été passé. On est en train d'analyser les résultats. La deuxième interrogation aura lieu prochainement, hein, en avril, et donc nous permettra d'affiner ces résultats globaux. Je vais revenir sur ce que je n'ai pas dit au départ, sur les ordres de grandeur. Donc, c'était la première diapo que j'ai passer très vite pour qui va nous permettre en fait de dégager une synthèse en fait des résultats. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on a donc 15 ETTI qui ont déclaré avoir placé des salariés sur des chantiers JOP. En termes d'effectifs, ça, c'est des choses que je n'ai pas évoquées. Donc, on est sur environ 250 salariés sur cette première cohorte, sachant qu'au départ, on était parti sur un chiffre 2 fois plus élevé, hein. Donc, on avait estimé au départ qu'on aurait environ 500 personnes à interroger. On s'aperçoit qu'on est plutôt à moitié en fait de ce qui avait été prévu. Donc ça nous permet. Hein. Pardon? Non, ça doit être un micro, je pense. C'est un micro. Ouais, donc l'ordre de grandeur, voilà, c'est celui-ci, hein. Sur la deuxième cohorte, on est un tout petit peu plus élevé, mais on ne change pas d'ordre de grandeur, hein. Donc on est autour de 200-300 salariés par cohorte, donc qui sont passés sur les chantiers JOP, sachant que, bien sûr, on en interroge moins, puisque il y a ceux qui, soit qu'on n'arrive pas à joindre, hein, c'est des personnes qui peuvent être difficilement joignables, ou alors parce qu'elles nous ont spécifié ne pas vouloir être interrogées. Dans ce cas, effectivement, elles sortent du fichier et on ne peut pas les interroger. Donc, sur la première cohorte, on a environ 190 salariés qu'on a pu interroger, un peu plus sur la deuxième cohorte.
Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette étude qui va se poursuivre, qui permet donc de compléter un peu les données qui sont proposées par la Solideo, hein, puisque la Solideo, comme vous savez, effectue un reporting mensuel sur les heures d'insertion. Donc, il y avait 10% donc, des heures qui étaient réservées donc, à l'insertion, soit environ 2 400 000 heures prévues. Donc, cet objectif a été dépassé. Nous, ce qu'on va essayer de faire par la suite, et c'est pour ça qu'on est en contact avec la Solideo et aussi avec la direction régionale de l'INSEE par ailleurs, c'est d'essayer d'approfondir ces résultats donc en essayant de recadrer un peu les résultats propres à l'étude avec les résultats globaux de la Solideo en termes d'heures d'insertion. Et puis, essayer aussi d'approfondir le suivi et des salariés qui sont passés par les chantiers en essayant d'avoir des données grâce au fichier de la Solideo pour savoir quel est en fait le parcours, le parcours des salariés au-delà de 6 mois et pour essayer de mieux estimer si, puisque c'est la question quand même initiale à laquelle on essaye de répondre, si le passage par les chantiers JOB a bien constitué un tremplin pour la plupart des personnes qui ont pu passer par ces parcours-là. Merci beaucoup, Monsieur Lefranc. Alors, on a perdu un certain nombre de personnes qui avaient Oui. qui basculaient sur une autre réunion. Je suis vraiment désolée là, du retard pris, mais c'est vrai que le GT était dense et on souhaite. On avait pas mal d'outils également à présenter. En tout cas, c'est une étude, je trouve très intéressante et qui est très dense. Donc, c'est vrai que nous, on interroge de notre côté, effectivement, on a interrogé les coordinations de facilitateurs pour savoir s'il y avait des expérimentations sur les territoires. Là, je vois que c'est un travail énorme, quoi. Je veux dire, en Oui, termes c'est de un travail volumétrie et de process. de longue haleine, hein. Donc, il y a eu, alors je ne l'ai pas évoqué, il y a un marché qui a été passé, hein, donc avec un appel d'offres. Il y a trois entreprises qui ont répondu et donc on a sélectionné en fait deux, puisque c'était une association de 2 cabinets qui travaillent avec nous depuis déjà plus d'1 an sur cette étude. Donc la première cohorte, c'est donc le service études qui l'a constitué, mais les questionnaires ont été passés par le cabinet, donc le volet quantitatif par un des 2 cabinets donc, qui a soumis à l'appel d'offres et le volet qualitatif par le cabinet associé. La deuxième cohorte, ce sont ces entreprises qui l'ont constitué, bien sûr, avec notre aide. Nous, on est là avec mes collègues du 16, on est 3 en fait à travailler sur cette étude. Nous, on est là en fait pour superviser le travail donc, des cabinets spécialisés hein, dans ces études quantitatives et qualitatives et qui travaillent à constituer les cohortes, ce qui est un travail assez considérable, hein, puisqu'il faut interroger toutes les ETTI, il faut leur demander si elles ont eu des salariés sur les chantiers, il faut ensuite leur demander de nous donner les noms des salariés qui sont passés sur les chantiers, s'ils ont donné leur accord, et puis après, il faut essayer de joindre ces mêmes salariés pour leur faire passer les questionnaires, soit par Internet, mais on n'a que 10% de résultats, soit par téléphone. Et par téléphone, on a des taux de réponse qui sont assez satisfaisants, plus de 50%.
Donc, voilà, c'est... Il y a aussi des entretiens face à face, j'ai vu tout à l'heure, non? Parce Oui, alors il y que a des certains salariés, c'est il y quand a le même volet, compliqué, hein. il y a le volet qualitatif pour l'instant qui concerne Oui, 10 entretiens, mais oui, pour oui. lesquels il est prévu qu'on en passe encore 30 autres. Donc, ça va nous permettre d'enrichir les parcours des salariés qu'on a déjà mis en évidence lors du premier passage de ces entretiens qualitatifs. Et donc là, au niveau SIE, c'est les ETTI, hein, Uniquement, uniquement. alors Il n'y a oui, pas d'autres. c'est peut-être quelque chose sur laquelle je suis vite passé au départ. Je voulais aller assez vite sur les résultats. On interroge, nous, on a interrogé que les ETTI, hein, donc on s'est vraiment centré sur les ETTI dans le cadre de cette étude, mais il est possible que pour la 3e cohorte, on élargisse à d'autres structures de l'insertion par l'activité économique et qu'on interroge d'autres types de structures. Pour l'instant, c'est en négociation avec les 2 cabinets d'études avec lesquels on travaille. Donc, de façon à voir, puisque là, sur la 3e cohorte, on va essayer d'élargir à l'organisation des Jeux olympiques et pas strictement au chantier. Donc, il est possible qu'on élargisse sur la 3e cohorte et qu'on passe des questionnaires sur d'autres structures. Donc, on est en train de travailler sur cette question-là. Mais les résultats que moi, je vous ai présentés portent exclusivement sur les ETTI. Donc, 15 pour la 1re cohorte et pour la 2e cohorte, même si les résultats ne sont pas présentés dans cette présentation, on a 26 en fait ETTI qui ont déclaré avoir eu des salariés ayant travaillé sur des chantiers JOP sur la période considérée. Donc, pour la 2e cohorte, je rappelle, c'est 2e semestre 2022 et 1er semestre 2023. Je ne sais pas si, pour ceux qui sont encore avec nous, vous avez des questions, précisions, demandées. Alors, il y a une question, est-ce que votre présentation pourra être partagée ou... Alors, normalement, oui. Alors, on a mis un peu de temps avant d'obtenir le feu vert, mais normalement, oui, hein, on doit pouvoir maintenant diffuser ces premiers résultats. Donc, il ne devrait pas y avoir de souci à ce qu'on vous transfère cette présentation, sachant qu'évidemment, elle n'est pas définitive, hein, puisqu'elle a vocation à être complétée par les résultats des 2 cohortes suivantes. Très bien. Oui, et peut-être si vous élargissez Fanny. à d'autres structures d'insertion, est-ce que ce sera pas uniquement, par exemple, des associations intermédiaires qui mettent à disposition, mais ça peut être aussi EI ou bon, après Oui, les c'est ça. ACI, c'est peut-être plus rare, mais C'est ça. Bon, pour l'instant, on est en train de réfléchir sur cette question, mais effectivement, ça sera, on va voir quel type de structure on va pouvoir interroger dans le cadre de la 3e cohorte. Effectivement, puisque association intermédiaire, voilà, autres oui, les entreprises. régies, elles peuvent Alors, être considérées parmi les EI. Enfin, voilà, c'est c'est même si des questions. On a pu rencontrer donc les personnes qui s'occupent du reporting de la Solideo. Donc, on a pu effectivement avoir des données sur les autres structures. Donc, on attend les résultats. Pour l'instant, on a sollicité en fait la Solideo pour avoir des résultats sur d'autres types de structures qui vont nous permettre, si on les obtient, on espère bien les obtenir, d'avoir un volet d'entreprises de l'IAE à interroger sur les cohortes suivantes. Donc, voilà, ça va nous permettre d'affiner en fait notre fichier de structure de l'IAE qu'on pourrait interroger dans le cadre des prochaines cohortes.
Merci. Pas d'autres mains levées ou... Donc, s'il n'y a plus de demandes, de questions sur ce sujet, je propose qu'on s'arrête là pour, comme on a largement débordé. Mais écoutez, merci beaucoup à tous les intervenants. Merci, Monsieur Lefranc. Désolé pour voilà, ce décalage. Et puis, écoutez, voilà, on attend la suite. Et puis, si vous pouvez nous confirmer qu'on peut diffuser votre support, parce que je pense que Oui, ça, oui, je vais vous... ça va être intéressant pour aussi voilà, peut-être lancer une dynamique sur plus au niveau départemental, peut-être, parce que je sais qu'il y a voilà, il y a une coordination départementale qui travaille également sur le sujet à Oui, l'échelon d'un département. oui, sur la Seine-Saint-Denis, on est en contact avec la personne qui s'en occupe et on a pu échanger sur à la fois nos résultats à nous et sur les résultats aussi de l'étude qu'ils ont menée de leur côté. Donc, Alors moi, j'ai eu un retour du 77, par contre. La Seine-et-Marne également travaille sur ce type d'études. oui, alors pour l'instant, on n'a pas D'accord. trop d'informations sur la Seine-et-Marne, mais on était en contact avec la Seine-Saint-Denis, puisqu'il y a eu une étude qui a été menée par la coordination départementale avec l'UD du 93. Donc, Très bien. Moi, j'avais cru que c'était régional parce que j'avais entendu parler d'une étude comme ça par une ETTI du 92. Mais apparemment, c'est peut-être une autre étude. Que si vous dites que c'est spécialement le 93, c'est peut-être encore une autre évaluation. alors, il est possible qu'il y ait des choses dont on n'est pas au courant, puisque chacun essaie de s'emparer du sujet de son côté. Nous, on a travaillé effectivement sur la région Île-de-France, mais il peut y avoir effectivement des structures qui ont travaillé à l'échelon départemental. Bon, à notre connaissance, les seuls résultats que l'on connaît, c'est au niveau de la Seine-Saint-Denis. D'accord. Alors, c'est peut-être une autre évaluation qui est peut-être menée en parallèle. Pas impossible. C'est vrai que ça permet de travailler sur des échelles un peu plus petites au niveau départemental, parce que là, au niveau régional, c'est vraiment c'est important. Enfin, on est sur, Oui, alors sachant qu'au niveau régional, on a quand même une grande partie des bénéficiaires qui sont domiciliés dans la Seine-Saint-Denis, puisque les chantiers aussi, se trouve que les chantiers sont principalement autour de la Seine-Saint-Denis, de Paris, donc les salariés sont principalement domiciliés dans ces territoires. Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on arrête là et merci à tous et on se retrouve donc dans un peu moins de 6 semaines, puisque les GT sont toutes les 6 semaines. Donc il y a déjà une date qui a été calée pour le second GT facilitateur. Merci à tous et très bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci, Merci. au revoir. Merci, au revoir.